France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue. Et oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF avec ce soleil magnifique aujourd'hui. On va tâcher d'en profiter. Oui, en ce 11 avril sur France Maghreb 2, mercredi, votre rendez-vous de décryptage d'actualité, le LGF, sans langue de bois. Ici, l'authenticité règne jusque 18h avec celui qui est tout bronzé puisqu'il revient de Turquie. L'ami Nadir Kaya, comment ça va Nadir? Salut Christophe, bronzé non pas trop, j'ai eu quelques jours on voit que t'as une mine de quelqu'un qui est parti te reposer quoi. Reposer, ouais, on va dire que c'est le climat, l'environnement qui fait que j'ai bonne mine, mais autrement j'ai beaucoup marché. Ouais, ça fait du bien. T'as pris le soleil? Il a fait beau? J'ai eu 2 jours de grisaille et le dernier jour vraiment ensoleillé, mais autrement voilà. Et justement t'en feras un coup de cœur parce que t'as été émerveillé par la Turquie. Tout à fait, ouais, c'était un rêve que je voulais faire depuis très longtemps, donc voilà, c'est très bien passé. J'ai beaucoup de choses à dire sur la Turquie éventuellement. Bon, eh bien on en reparlera tout à l'heure évidemment. Et puis elle sera avec nous, avec comme d'habitude en retard, hein, Fatima Wassak sur France Maghreb 2 pour t'accompagner aujourd'hui. Donc avis tranché mon cher ami Nadir, tu veux nous parler de quoi dans ton avis tranché? Ah oui, j'ai vu que ça va faire réagir déjà dans le groupe. Hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de ça, donc la chicha, la fameuse chicha, les dégâts qu'elle peut faire dans nos quartiers, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se regroupent, même des fois en journée maintenant, fut un temps c'était le soir, même en journée pour fumer, rester des heures et des heures, et donc sans savoir un petit peu les problèmes auxquels ils s'exposent face à ce danger. Alors la chicha et ses dangers, on en reparlera, et donc le coup de cœur sera sur Istanbul, voilà. La Turquie, et puis on connaîtra le programme de Fatima dans quelques instants sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est votre LGF, le grand forum, c'est votre rendez-vous quotidien sur France Maghreb 2. Et bien voici le programme, sans plus tarder. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, le ministre israélien de la Défense accuse les marcheurs de Gaza d'être payés par le Hamas et estime qu'il n'y a pas d'innocents, une façon de légitimer les tirs à balles réelles de l'armée, tous coupables pour le ministre. Le leader du mouvement de protestation qui a agité en 2017 la ville marocaine d'Al-Hoceima, Nasseb Zebzati, a fustigé lors de sa première audience publique lundi 9 avril un procès politique par excellence et rejeter toute attention séparatiste. Le DJ britannique, vous en souvenez peut-être, qui avait mixé l'appel à la prière dans une discothèque de Hammamet en Tunisie, a été condamné à 1 an de prison. En Tunisie, on ne badine pas visiblement avec l'appel à la prière. La question LGF, lors de son passage dans le journal de France 2, François Hollande dénonce un creusement des inégalités à travers une critique de la politique sociale d'Emmanuel Macron. Ayant été le président le plus impopulaire de la 5e République, est-il crédible selon vous pour critiquer la politique d'Emmanuel Macron? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel bien entendu. Et pour terminer, un bon libertad. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en ce mercredi après-midi avec Nadir Kaya qui est en notre compagnie et qui sera rejoint dans quelques minutes par Fatima Wassak sur France Maghreb 2 pour ensemble décrypter bien entendu toute cette actualité qui ma foi est très chargée aujourd'hui, mon cher ami Nadir, une fois n'est pas coutume bien sûr, pour parler notamment donc de cette impasse, j'ai envie de dire, diplomatique en Syrie. Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est terminée sur un constat d'échec hier soir. Résultat, le ton monte à nouveau entre la Russie et les Occidentaux. Paris se dit toujours déterminé à tout mettre en œuvre contre l'impunité chimique, mais Moscou n'est pas en reste. Ce matin, le Kremlin a lancé un avertissement à destination de Washington et éviter tout acte pouvant déstabiliser la Syrie. Sinon l'armée russe ne restera pas les bras croisés. Mon cher ami Nadir, je pense que le ton est donné là. Ouais, malheureusement, c'est une logique qu'on connaît un peu dans le passé. Hein. L'escalade de la violence et de la provocation, je pense qu'elle arrive à ses limites. Et malheureusement, on sait très bien qu'en général, ceux qui en pâtissent sont souvent les civils, et je pense que ça risque d'être le cas. Après, ce qui est malheureux, c'est que Macron, il paraît qu'un président, pour faire un bon mandat, il lui faut au minimum une guerre. Donc moi, je commence... au début, j'étais un peu dans le doute quand j'entendais ça, mais maintenant, voyant un peu la position de Macron, je me dis qu'il est du même cran, du même calibre que les autres dans cette réflexion, c'est-à-dire qu'il faut absolument sa guerre pour éventuellement
valider un peu ce qu'il essaye de faire sur 5 ans. C'est triste parce que si Macron était en adéquation avec ses propos, il irait faire la guerre un peu partout là où il y a de la violence, où des civils meurent de tout, notamment en Afrique. Voilà, c'est un comportement qui est malheureusement celui de la soumission aux États-Unis et à Trump dans sa politique de va-t-en-guerre. Et c'est pas une solution à la hauteur quelque part de l'image que beaucoup se font de la France, c'est-à-dire cette capacité à élever la voix et à chercher le compromis au-delà de la provocation de Trump, quoi. Absolument. Alors, si vous voulez intervenir, évidemment, parce que là aujourd'hui, les médias français ont complètement changé et préparent l'opinion publique à cette intervention. Donc, je parlais de la Russie. Donc, la Russie affirme notamment qu'elle n'hésitera pas à jouer le rôle de bouclier antimissile pour protéger le régime de Bachar al-Assad. Et dans un tweet publié, le président américain Donald Trump répond à Moscou: tiens-toi prêt, Russie. Les missiles vont venir, écrit le président américain. Enfin, toujours à propos de la Syrie, sachez que l'attaque chimique à Douma, dans la Ghouta orientale, semble se confirmer. L'OMS indique ce matin, par exemple, que 500 personnes se sont rendues dans des centres de soins et qu'elles présentent tous les symptômes d'une exposition à des agents toxiques. Reste à savoir et à établir la responsabilité de cette fameuse attaque. 01 40 33 9000, évidemment, votre avis nous intéresse. Parce que effectivement, Nadir le disait, d'autant plus que il va y avoir il y a une liaison, j'allais dire quasi permanente entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va bientôt se déplacer en visite officielle aux États-Unis. Là, c'est prévu pour fin avril. Donc voilà, finalement, ça tombe plutôt bien ce planning, j'allais dire. Il est embauché, alors il va signer son CDD alors. Peut-être. En tous les cas, voilà et je sais pas si t'as remarqué. Ça a commencé un petit peu dimanche, voilà, dès qu'on a eu connaissance de cette fameuse attaque présumée chimique. Eh bien, les médias français ont complètement ont changé et donc maintenant commence à préparer l'opinion publique. Effectivement, à une intervention, puisque Emmanuel Macron hier a rappelé que il déciderait dans quelques jours de cette intervention et qu'elle s'emploierait à frapper et à toucher uniquement les réserves chimiques. Tu vois, reste à savoir comment ils vont faire. Hein. Moi, ce qui me désole dans cette affaire-là, si Macron était vraiment un homme d'État à la hauteur, je pense qu'il aurait été intéressant de chercher un compromis et surtout un couloir humanitaire pour envoyer des médecins et des spécialistes pour aider tous ceux qui étaient encore vivants et qui étaient encore touchés par cette attaque chimique. Ça, je pense que ça aurait été noble. Alors que là, on voit qu'il n'est pas du tout dans cette optique, il est plutôt dans une optique de guerre et, comme tu dis, de préparer l'opinion publique dans ce qui va se passer dans très 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 peu de temps. Et ça, c'est malheureux. Alors, on va faire notre point quotidien, j'ai envie de dire, avec notre docteur syrien qui est avec nous et qui hier est intervenu avec beaucoup d'émotion, évidemment, au vu de ce qui se passe. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir mes amis, monsieur Christophe, votre chroniqueur, monsieur, je pense, je l'ai déjà vu à la télé. Nadir Kaya, oui, absolument, vous l'avez vu à la télé. Bonjour monsieur Nadir, bonjour. Voilà. Et voilà, donc là je direct à la question de nous en France, voilà, donc il y a une division aujourd'hui, hein. Donc on a relevé une division de la classe politique française. Oui, absolument. Donc, vous avez effectivement absolument. Donc c'est pour vos auditeurs, donc avec calme et sérénité. On va commencer par le gaulliste, le bras droit de Monsieur Fillon qui s'appelle Bruno Retailleau. Il a été clair et net dans ses votes. Il a dit non à l'intervention militaire en France, de l'Occident en Syrie. Ce matin, il a parlé très très bien au LCI. À 8 heures du matin, il a dit, on a besoin plutôt, c'est à cause de Monsieur Hollande qu'on a été éjecté en dehors de la politique au Proche-Orient. Donc, pour retourner, il faut discuter avec tout le monde et il faut aller de manière sereine. Donc, ça, c'était Monsieur Retailleau. Donc, à revoir ça. Donc, il est dans la ligne directe gaulliste de Monsieur Chirac et de Villepin, récente. Donc, lui, il est contre à la question. On va aller vers le Parti communiste français. Donc, monsieur, il a parlé à 8h15 au LCI pareil. 8h15, c'est monsieur Laurent. Il a dit non. Pareil, et lui, avec un détail qu'il a dit, c'était un problème. Faire des commissions d'enquête de l'ONU, mais pas un jeu guerrier.
Donc, toujours dans le camp des refus, donc je veux pas parler de Front National avec la sensibilité qu'on a avec, donc j'en passe, pareil, ils sont contre. Je termine pour le camp du refus par la France Insoumise. Là, Absolument. il a été trop dur avec lui, plutôt monsieur à 8h35 au BFM, Adrien Quatenen. Voilà, Ouais, qui est le député de la première circonscription du Nord. Voilà, merci beaucoup. Avec Jean-Jacques Bourdin, lui, il était pour va-t-en en guerre, c'est dommage. Et je pense qu'il a mal vieilli, sans insulter vos collègues, là, donc très mal vieilli. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, il faut des propositions de sagesse. Le jeune peut être le petit-fils de monsieur, on l'appelle Jean-Jacques Bourdin, qu'il était excité, comme vous le dites, pour aller faire la guerre, tout ça. Il a dit non. Tout court, nous, on est pour le dialogue. Alors maintenant, malheureusement, pour vos auditeurs, pour nous-mêmes, là, il reste des guerriers, le PS, c'était le candidat qui a échoué, son nom m'échappe. C'est le seul qui est pour la guerre. Là, c'est celui qui a échoué aux élections parlementaires. Là, j'arrive pas à trouver son nom. C'est le candidat qui a eu 6%. Manuel Valls. Non, pas monsieur Manuel Valls, qui n'a jamais passé comme candidat. Benoît Hamon. Ah oui, merci beaucoup Benoît Hamon. Ouais. Voilà, comme vous dites, j'ai plein d'écritures, tout ça, je ne veux pas vous inonder. Donc là, je pense que, à part les médias, j'étais tranquille aujourd'hui chez nous en France. Donc la majorité est pour un dialogue diplomatique contre la guerre, surtout aujourd'hui, malheureusement, docteur. dans l'après-midi à l'heure chez nous, c'est-à-dire le matin aux États-Unis. Actuellement, je pense, il faut écouter, c'est pas ma tasse de thé Al Jazeera, c'est en chaîne à travers le monde. Je pense que la frappe aura lieu ce soir, mais le Pentagone nie que c'était lui, c'est monsieur Trump, comme vous le dites, il est en train de menacer, il a dit attendez-nous avec des missiles très intelligents. Les Russes gardent leur calme, mais l'Iran, il a dit ça. Ils gardent leur calme vite fait, hein. Ils ont prévenu, ils ont dit s'il y avait des attaques, nous on répond quoi. Ah bah les Russes, ils sont calmes actuellement. Il y a juste à terminer par l'ancien dernier président de l'Union soviétique, encore son nom m'échappe. Il a demandé à travers quelques pays d'Europe exactement un arrangement entre Poutine et Trump. Voilà ce qui se passe. Actuellement, l'Europe ne va pas aller trop vers cette guerre parce qu'ils ont peur des conséquences. Voilà comment. Docteur, ne soyez pas dupes. Là, clairement, on nous y prépare. On y va tout droit. À savoir quand ça va arriver, on sait pas trop. Finalement, dans les quelques jours à venir. Dans les heures même. Oui, peut-être dans les heures, mais en tout cas, on nous prépare. Tout est fait. Tous les ingrédients sont réunis pour mettre, j'allais dire, l'opinion publique en alerte sur cette attaque. Les journalistes sont suspendus aux lèvres du président de la République, qui finalement sur ce terrain ressemble à tous les autres, à l'exception de Jacques Chirac, qui, on se le rappelle, et il faut le saluer ici, avait refusé de suivre de manière comme un caniche, va-t-on dire, les États-Unis dans cette guerre, invasion en Irak, qui, je le rappelle d'ailleurs, a été prétexté sous un prétexte fallacieux. Christophe, parce que c'est vendredi, vous me prenez quelques minutes pour intervenir. On a préparé un travail, si vous permettez, à la fin de la semaine, si la guerre n'a pas lieu, si vous voulez, de toute façon, c'est les civils de Damas qui payent le prix, parce qu'il y a des centaines de mille qui commencent à penser à émigrer vers le Liban, de Damas, parce que c'est un vol d'oiseau pour les gens qui connaissent la géographie. Ils ont peur de ça. Bon, le régime, je termine par le régime, c'est toujours la Syrie, ils ont placé leurs avions, ça ils le disent, dans les chaînes françaises, dans les camps militaires russes. C'est-à-dire là, c'est la lâcheté. S'ils veulent attaquer, il n'y a plus d'effet surprise. Parce que les avions syriens militaires, apparemment d'après France Info, sont déjà dans les bases à Mimim. Voilà, donc, mais par contre, là le bas blesse, je reviens à l'Irak, c'est pas que bien fait
Moi, ça fait 4 décennies que j'ai quitté le pays. Je suis venu à l'âge de 15-16 ans en France. Je savais que ça va finir par une guerre. Quand, voilà, est arrivé, c'est Hafez al-Assad, il a intervenu dans le même parti basse contre Saddam, impulsé par les pays du Golfe. Je sais pas ce qu'ils lui ont promis en 91. Comme un caniche, il a été à Genève faire le mea culpa à George Bush. Rappelez-vous. En 91, là, c'est l'histoire qui va Maintenant, les Syriens, même, tout le monde va payer les conséquences de ça. Ils n'avaient pas à intervenir derrière les pays du Golfe. Voilà ce qu'il y a. Bon. On en reviendra, mais ouais. c'est triste quand même. C'est-à-dire, cette guerre-là en Syrie, je vais le dire clairement, si votre collègue va être pas très bien prendre les choses, c'est la fin des Arabes et des musulmans. Une fois pour toutes, on n'en parlera plus d'ici des siècles. Ça, c'est la Syrie maintenant. Ils veulent terminer. On va voir les conséquences. C'est-à-dire, c'est terminé. On ne va plus en parler des Arabes et des musulmans, tout ça. Ça va être la fin des fins, là, avec cette guerre-là. C'est adieu. De toute façon, il y a les Russes qui demandent qu'il n'y aura pas d'intervention des militaires. On en a discuté hier. Ouais. Voilà, donc. Merci docteur, merci pour votre point effectivement sur cette situation qui interpelle bien sûr. Moi je suis effaré de voir c'est le changement Nadir, le changement de la presse française qui a complètement basculé. En un jour ou deux là, et est en train finalement, alors je sais pas, j'allais pas dire jusque sous ordre parce que peut-être pas quand même aller jusque là, mais on est en train de préparer l'opinion publique, quoi. Clairement, aujourd'hui, ça fait la une de toutes les chaînes d'infos, la Syrie, l'attaque potentielle, quand, etc. On nous déballe même toutes les scénarios possibles et envisageables. Donc aujourd'hui, c'est maintenant venu, le temps de l'intervention, de ce qu'avait déjà essayé de faire. Vous vous en souvenez en 2013, François Hollande, et voyant qu'il n'avait pas beaucoup d'appui derrière, Barack Obama avait renoncé. Et ben là, visiblement, Emmanuel Macron a trouvé un collègue avec qui partager du bon temps et faire leur petite guéguerre à eux, avec Donald Trump, qui, je rappelle d'ailleurs ce matin, tweet beaucoup. Donald Trump, vous qui êtes sur Twitter, il a dit « Préparez-vous Russie, les missiles arrivent ». Donc vous voyez à quel genre d'homme on a affaire. Et je le rappelle, à toutes fins utiles, Emmanuel Macron sera en visite officielle aux États-Unis fin avril. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, Christophe, là-dessus, si tu me permets, je pense pas qu'on prépare les Français à la guerre parce qu'on les a déjà préparés. Je sais pas si tu te souviens dès le début quand il y avait l'intervention de Poutine et cette volonté de soutenir officiellement la Syrie. Ouais. Donc on est déjà préparé à l'escalade et donc à une guerre. Aujourd'hui, je pense qu'on prépare les Français et donc l'opinion publique à l'acceptation ou à la légitimité, de cette guerre. On n'est plus dans le fait de préparer les Français à la guerre. On est déjà préparé, comme je disais déjà, le fait d'avoir fait peur aux Français, notamment sur la présence de Poutine et des Russes, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc là, maintenant, on est à un autre niveau. On prépare les Français à accepter ce qui va devenir légitime et officiel dans quelques heures ici. Effectivement. En tout cas, vos appels, évidemment, si vous le voulez, pour intervenir 01 40 33 9000. On a décidé de commencer cette émission par ce sujet parce qu'il est effectivement brûlant et parce que on a besoin qu'on en parle et puis de manière un petit peu plus, j'allais dire, d'une autre manière que ce que l'on peut voir régulièrement dans les médias français avec nos réflexions, nos analyses, non pas qu'elles soient meilleures que les autres et que nous détenions la vérité absolue, loin de là. Mais nous essayons quelque peu, en tout cas sur ce sujet depuis le début de cette guerre, de réfléchir et de mettre en lien les informations et puis d'essayer de trouver peut-être notre propre lecture. Après, évidemment, qu'on la partage ou non, ça se discute, mais on est là pour échanger en toute amabilité et respect pour essayer de comprendre ce qui se joue, parce que ce qui se joue en Syrie, c'est extrêmement important. Il en va peut-être même de l'avenir du monde aujourd'hui, parce que ne faut plus maintenant hésiter à employer le terme. Est-ce qu'on est finalement au bord de la 3e guerre mondiale ? Peut-être, si effectivement des dirigeants ont décidé de jouer les 20 ans de guerre, ça peut effectivement très vite déraper. On sait que la Syrie, malheureusement, n'a pas été épargnée depuis 7 ans. On rappelle ce lourd bilan de plus de 400 000 morts. Donc c'est terrible, je veux dire, ce qui se passe, alors même que le sourire commençait à revenir aux lèvres des Syriens, où la Syrie s'était débarrassée de tous ces terroristes qui ont envahi le pays par l'aide de pays étrangers. Aujourd'hui, donc ça évidemment, donc ça c'est un fait. Et le fait donc de cette nouvelle menace va peut-être une nouvelle fois replonger, j'allais dire, les habitants qui seront évidemment, vous le savez comme d'habitude, les premières victimes de ce qui se passe là-bas, Nadir.
Oui, tout à fait. Après, moi, ce qui me désole, et pour rappeler aux auditeurs que je pense qu'il y a l'ONU qui a statué, notamment sur cette intervention, et qu'il y a eu quand même un droit de veto de la part des Russes. Donc là, tu vois, même à leur niveau, pour ces pays qui sont à l'origine de beaucoup de guerres et de renversements dans le monde, ils sont plus capables de s'entendre et de se respecter entre eux. Donc les intérêts de certains dépassent cette organisation et fait qu'aujourd'hui, malgré le veto de la Russie, les États-Unis et la France vont quand même partir en guerre pour des intérêts qui sont propres à eux. Effectivement. Alors, un nouvel appel au standard 01 40 33 9000. Mouloud, bonsoir. Ouais, bonsoir Christophe, bonsoir à Nadir. Déjà, avant de commencer, Christophe, moi j'aurais une pensée pour l'accident en Algérie de l'avion. On va en parler, oui, dans un instant. Un lourd, très lourd bilan. J'aurais pensé à leur famille, avoir une pensée pour eux, quoi. Voilà. Pour revenir au sujet, Christophe, moi je me souviens d'une phrase de monsieur Tarek Mami il y a 2-3 semaines à ce sujet-là. Je sais pas si tu te souviens. À un moment, il a parlé de la Syrie, il a dit si jamais il y avait une intervention, faudrait pas s'étonner que dans quelques mois, il y a des fous qui foutent des bombes partout ici. Oui, allô ? oui, Mouloud, vas-y, on t'écoute. Oui, moi j'ai peur de ça. Et sinon, moi, dans cette histoire, moi ce que je pense, c'est que ça les emmerde que Bachar ait gagné. Ouais, probablement, oui. Voilà. Sinon, je regardais hier les télévisions là, et particulièrement, il y a un monsieur qui a parlé de monsieur Bourdin là ce matin. Il avait la salive aux lèvres. Il a carrément agressé monsieur Catener là, en lui disant qu'il fallait intervenir. Mais sinon, hier soir, j'ai regardé le journal de madame Nathalie Lévy. Elle carrément, elle disait mais faut être carrément plus violent que la dernière fois. Faut pas. Ouais, c'est vrai. Mouloud, vous avez raison. C'est que les journalistes maintenant ne se contentent plus de donner des informations, mais donnent des opinions finalement aujourd'hui. Mais moi j'ai un peu peur, Christophe, comme disait Nadir. Moi, quand on voit la réaction de la Syrie, il y a l'Iran aussi. Ouais. Moi j'ai un peu peur là. Ça me fait un peu peur. Bon. Parce que la différence avec 2013, c'est qu'à l'époque, les Russes n'étaient pas là. Exact. Ils sont arrivés en 2015. Donc les Russes sont là. Et quand je vois les tweets de monsieur, le tweet de monsieur le dingue là, Trump. Ah ouais. Mais moi, ce qui me désole le plus dans l'histoire, c'est Macron, quoi, qui va. Écoute, il est comme les autres, hein, finalement. Ouais. Merci Mouloud, merci beaucoup. On va saluer l'arrivée grandiose de Fatima Wassak. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va bien. Hier, j'ai vu que t'étais bien accompagné. T'as été à Sciences Po. T'as fait une conférence au nom de Front de Mer. Oui. Ça s'est bien passé? En lien avec l'actualité des mobilisations sociales, oui, ça s'est très très bien passé. L'idée c'était un peu d'un point de vue syndical, puisque le Front de Mer c'est un syndicat de parents, d'un point de vue syndical, essayer de trouver des convergences, des points d'intérêt entre les différentes organisations pour dans quelle mesure on peut gagner si on est solidaire, si on fait ça ensemble, etc. Que ce soit les cheminots, il y avait aussi une personne de la Poste qui est en même temps au Front Social, moi qui représentais là le Front de Mer, donc les parents. Donc voilà, c'est comment aujourd'hui on peut, en étant tous ensemble et solidaires dans ce mouvement social, faire plier le gouvernement par rapport à la casse des services publics et à la privatisation forcée de ces services publics. Effectivement. Alors c'est bien, tu vois, Nadir, nos chroniqueurs du LGF font des conférences. Lundi c'était Youssef Brakni qui était à Tolbiac, hier c'était Fatima Wassak à Sciences Po. Bon toi c'est pour quand, Nadir, une petite conférence là dans une université par exemple? Non, c'est pas à chacun ses compétences, hein, c'est pas de mon ressort, donc non, c'est très bien et ça démontre ce qu'on dit. Non, toi tu préfères BFM, LCI et compagnie, c'est ça, hein? Non, je préfère la gloire et les paillettes. Non, voilà. Non, pas du tout, je préfère rester en famille ou être avec des amis. Ou aller en Turquie par exemple. Tu sais qu'il est parti en Turquie là? Ouais, il a rien dit. Et pour faire quoi? C'était un séjour dans le cadre des séjours proposés par mon CE. Un tête-à-tête avec Erdogan. Voilà. Et qui jubile d'ailleurs lui, hein. Il jubile de voir tout ça là, que tout le monde soit en train de se criper le chignon. D'ailleurs, je pense pas, hein, parce qu'il faut pas oublier que la Turquie reçoit principalement les réfugiés syriens avec le Liban. Non, mais d'accord, mais bon, lui, il a tout intérêt à ce que tout ce monde s'embrouille pour en sortir renforcé, hein. Non, parce que si tout le monde s'embrouille, ça va glisser sur les autres pays automatiquement, donc ça peut amener également la Turquie à s'impliquer. Alors Fatima, sur l'intervention en Syrie qui se prépare, hein, ça y est là, voilà, il y a plus de secret pour personne. Macron qui voulait sa petite guerre, il l'a, ça y est. Oui, je suis effectivement effondrée. Bon, effondrée de toute façon depuis on l'est tous depuis des années.
Bah pas surprise, en même temps ça s'est quand même beaucoup accéléré là. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'on se disait que voilà, ça allait malheureusement, parce qu'il y a eu tellement de morts, mais que ça allait, c'est en train de se terminer en fait. Là, de voir que c'est reparti avec ces interventions qui sont impérialistes, avec l'Arabie Saoudite va en guerre, Israël va en guerre, Trump, enfin les États-Unis, la France. Enfin, tu te dis effectivement ça va pas s'arrêter à la Syrie, qu'il y a l'Iran à côté, il y a la Turquie effectivement. Enfin c'est vraiment une zone de chaos qui va effectivement, c'est une potentialité de troisième guerre mondiale et une potentialité de bain de sang. Oui, absolument. Pour causer des millions de morts en fait. On a déjà eu 400 000 en Syrie. Dans un instant, on évoquera un autre titre qui fait la une aujourd'hui, c'est cet avion qui s'est écrasé en Algérie et ce lourd bilan de 257 morts. Aujourd'hui, catastrophe aérienne. Mais juste auparavant, et avant aussi de parler des déclarations du ministre de la Défense israélien, Lieberman, qui lui déclare tous les manifestants à Gaza sont pas des innocents, sont payés par le Hamas, j'en passe et des meilleurs. L'avis tranché de Nadir Kaya qui va, j'en suis sûr, Fatima, t'interpeller. Puisqu'il va nous alerter. Tu veux dire. Oui, t'intéresser, absolument, oui. Interpeller aussi, tiens. Et puisqu'il va nous donner, nous alerter sur les dangers potentiels de la chicha. Oui. Est-ce que je peux passer un petit message personnel? Bien sûr, passe un message personnel. Alors, Youssef, reste à l'écoute. Reste là encore quelques minutes au moins, voilà. Youssef, c'est pour toi, tout de suite. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Fatima Wassak et Nadir Kaya qui sont avec nous en ce vendredi. On est le 11 avril et ça y est, a priori, le CTMF a annoncé les dates du Ramadan. Je vous les redonne, toutes fins utiles. 16 mai sera le premier jour du mois sacré du Ramadan, Inch'Allah. Et le vendredi 15 juin sera le jour de la Eid el-Fitr. Voilà pour ce qui a été annoncé par le CTMF, qui se base évidemment sur les données scientifiques et non pas d'attendre la dernière minute pour savoir si la lune ou pas est visible, alors que tous les outils sont disponibles pour qu'on le sache. Donc voilà. D'ailleurs, puisque tu parleras de la Turquie tout à l'heure, la Turquie qui a réglé ce problème depuis des années. Au moins ils savent à l'avance, depuis même des années à l'avance, les dates du Ramadan. Mon cher ami Nadir, nous allons parler de la chicha et je pense que un certain Youssef est invité à rester à l'écoute. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors c'est vrai que je suis pas trop un adepte de la chicha, j'ai essayé comme beaucoup, mais toi tu souhaites nous alerter sur les dangers de cette fameuse chicha, Nadir Kaya. Oui, tout à fait. Je vais revenir sur un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la chicha. Pourquoi je veux évoquer la chose? Parce que en banlieue, je vois beaucoup de jeunes de plus en plus s'intéresser à la chicha, donc en fumant. C'est vrai qu'on voit ça depuis au moins 10 ans en banlieue, mais ce qui me touche par rapport à ça, c'est la jeunesse des personnes qui sont influencées par rapport à la chicha, et surtout quand tu vois un petit peu dans quelles conditions la plupart d'entre eux fument, même si on sait qu'il y a de plus en plus de bars à chicha, mais beaucoup aujourd'hui sont devant leur immeuble en journée comme en soirée à rester des heures et des heures à fumer la chicha sans, je pense, avoir réellement en conséquence des méfaits. Et donc voilà, c'est juste pour rappeler certaines choses de l'OMS sans chercher à être un moralisateur ou quoi que ce soit. C'est simplement rappeler les choses d'un point de vue scientifique, sans être moi-même scientifique, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc la chicha, connue aussi sous le nom de water pipe ou de narguilé, est une pipe à eau permettant de fumer du tabac. Ce mode de consommation donne le sentiment de pouvoir fumer en toute sécurité. Or, comme le précise le rapport de l'OMS, la fumée de pipe à eau et la personne exposée, le fumeur, de pipe à eau et la personne exposée à la fumée passive provoquée par la pipe à eau encourent les mêmes maladies pulmonaires, cardiovasculaires et cancer que le fumeur de cigarette. Donc voilà, c'est pas simplement un amusement, ça a aussi des conséquences. Et donc le tabac chicha est composé généralement de 28% de tabac et 70% de mélasse. C'est un mélange liquide sirupeux contenant environ 50% de sucre et qui donne des aspects pâteux et poisseux
au tabac, à chicha. Le reste étant constitué d'arômes, d'agents de texture et de conservateurs. Les arômes confèrent à ce produit des goûts et parfums variés. C'est ce qui attire beaucoup de jeunes, notamment ces parfums à la pomme, aux fruits et ainsi de suite. Cette consommation concerne surtout une population jeune de 15 à 20 ans, selon l'étude, essentiellement séduite par l'attrait de la nouveauté, même si aujourd'hui elle existe depuis au moins 10 ans dans les quartiers. Il y a aussi le côté convivial et le goût aromatisé qui attire beaucoup ces jeunes-là, et donc ça a de vraies conséquences qui sont encore bien plus importantes que le tabac. Or, comme toutes les fumées de substances organiques qui brûlent dans celle de la chicha, elles libèrent lors de la combustion près de 4000 substances chimiques, dont nombre d'entre eux sont toxiques, irritants ou cancérogènes. La fumée chicha contient des métaux qui proviennent du tabac, mais aussi du charbon, du revêtement du fourreau et de la colonne du tuyau, ou encore de la feuille d'aluminium. Donc voilà, ça se limite pas simplement au tabac, mais à tout ce qui l'entoure et ce qui le compose. La fumée beaucoup plus importante que celle de la cigarette en raison surtout de la durée des sessions de fumage, quand on voit que les jeunes restent des heures et des heures, voire des soirées entières. L'OMS estime qu'une cigarette fumée en 8 à 12 bouffées sur une durée de 5 à 7 minutes, tandis que la chicha est fumée entre 50 et 200 bouffées sur une durée de 400 à 60 minutes. Donc vous voyez un petit peu comment est composée la chicha, ce qu'il en résulte et les conséquences sur une personne qui fume régulièrement de la chicha. Donc c'est bien plus fort que la cigarette. Et donc sous les aspects trompeurs de cette convivialité et le fait d'être entre amis, ces personnes très tôt commencent à se détruire de façon assez violente. Et donc je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à leur niveau aux conséquences, même si je sais que pour certains jeunes c'est le dernier de leurs soucis. Mais à notre niveau, je pense que c'est une alerte qu'il faut lancer et rappeler régulièrement, parce que ce phénomène ne fait que s'accroître dans notre jeunesse. Fut un temps, ça pouvait être la cigarette pour certains, les sorties, le shit ou d'autres substances. Et donc sous cet aspect assez sympathique, on s'aperçoit que c'est encore pire qu'autre chose. Donc il faut absolument que les parents et les jeunes prennent conscience de ça. Merci Nadir pour nous avoir alertés. Je sais pas si ça va peut-être faire changer d'avis quelques-uns, eux qui aiment peut-être passer des petites soirées entre amis en train de fumer une chicha. En tout cas, voilà. Oui, Fatima. Je me permets juste de dire que pour pouvoir changer d'avis, encore faut-il ne pas être complètement addict, parce qu'il y a une chose aussi qui est Est-ce qu'on est addict d'ailleurs à la chicha? Ah oui, complètement. Il y a des effets d'addiction qui sont très, très, très importants. Donc il y a d'une part effectivement les dangers liés à la santé, et ça devrait être en réalité une question de santé publique aujourd'hui en France. Ça l'est pas du tout. Moi, je pense que c'est beaucoup parce que ça concerne les jeunes de quartier et que du coup, bon, on s'en fout qu'ils crèvent. Vraiment, hein, je pense que alors que normalement, voilà, étant donné comme tu dis la croissance du phénomène, ça aurait dû alerter en termes de santé publique. C'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'on ne dit pas que on peut être très très addict, on peut être très très dépendant de la chicha, et que c'est pas si simple de fumer. Il faut sortir à l'extérieur. Il y a quand même relativement peu de jeunes qui ont une chicha à la maison, donc souvent ils sortent. Donc voilà comment ils font quand il n'y a pas la dose vraiment. Et puis aussi, je sais pas si tu l'as évoqué, mais le prix. La chicha ici, enfin partout en France d'ailleurs, c'est 10 € la chicha. 10 €. Donc pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, etc., c'est très 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 cher. Voilà, je sais pas combien coûte le paquet de cigarettes, mais voilà, en moyenne 7 €, 7-8 € qui maintenant. Fument pratiquement tous les soirs, en tout cas plusieurs soirs par semaine. Voilà, c'est un gros budget pour un truc qui détruit la santé. Voilà. Bon, d'accord. Alors moi je savais pas qu'on pouvait devenir addict à la chicha, parce que c'est un truc qu'on peut fumer de temps en temps entre amis pour se détendre, quoi. Il y a du tabac, il y a du plomb, il y a des trucs de dingue. Et comme c'est indiqué sur le rapport, c'est que même l'environnement, c'est-à-dire que les personnes proches peuvent être touchées de la même façon sans fumer, tout simplement. Moi je connais des gens qui fument pas régulièrement et de manière quotidienne, qui vont de temps en temps fumer une chicha, et c'est pas pour autant qu'ils sont. Oui, voilà, ceux-là, donc les fumeurs très très occasionnels. Voilà. Bon, voilà, après c'est pas super pour la santé, mais voilà, mais il y en a de plus en plus qui fument tous les jours. Voilà, c'est comme pour les alcooliques ou pour les gens qui disent moi je fume une cigarette par jour, c'est nocif, à un moment donné c'est nocif. Mais c'est un business, Fatima et Nadir, aujourd'hui vous avez plein de bars à chicha qui naissent partout là. Ouais, mais comme je le disais aussi, et Fatima le rappelait, c'est extrêmement cher, et maintenant ces jeunes se regroupent, ils prennent une chicha à 5-6, restent toute la soirée, donc ils rentabilisent un petit peu, si tu veux, cet achat et cette façon de consommer, mais le résultat il est aussi catastrophique, et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu les pouvoirs publics, qu'il n'y a aucune alerte à ce niveau-là, et donc elle le disait si bien, Fatima, ça concerne beaucoup les jeunes de banlieue, et donc à partir de là on se désintéresse de ce qu'ils peuvent faire, et il n'y a pas de campagne au niveau des conséquences. On parlera de quoi tout à l'heure dans ton avis tranché, ma chère Fatima?
De la sélection à l'entrée des universités. C'est pourquoi il y a énormément d'actualités aujourd'hui dans les facs, les violences policières, etc. Sachez et donc c'est le Quesaco de voilà, c'est quoi en fait cette loi sur la sélection. Essayez de comprendre un petit peu ce que c'est. Sachez qu'il y a une université qui a voté la fin du blocage du côté de Strasbourg aujourd'hui. Voilà pour information. Autre titre de la journée, donc c'est en Algérie que ça se passe. C'était en fin de matinée, donc ce crash d'un avion militaire en Algérie. L'accident s'est produit peu après son décollage de la base de Boufarik au sud d'Alger. Le bilan de la catastrophe est très lourd puisque on parle de 257 morts. C'est donc le bilan officiel. C'est un bilan donc cité par le site TSA. Voilà, donc évidemment condoléances à toutes les familles et les victimes, bien sûr, concernant ce drame. C'est pas le premier, un avion militaire qui s'écrase en Algérie, mais celui-là, apparemment, quand même, c'est le plus lourd bilan, je crois, enregistré en Algérie. Donc voilà, on a de grosses pensées, évidemment, avec toutes ces familles. 257 personnes qui sont mortes. Alors, on va maintenant parler un peu d'un revenant. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler quand je parle de revenant? Celui qui arrive à faire chuter les audiences du journal de France 2. Celui qui s'était promis pourtant de laisser travailler son successeur. Eh oui, le revenant s'appelle François Hollande. Et en matière de polémique qui concerne là Emmanuel Macron, qui ne retombe pas après ses propos tenus devant les évêques de lundi, le président avait exprimé sa volonté de réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. De nombreuses personnalités, évidemment, politiques ont dénoncé une atteinte à la laïcité suite à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Celle de François Hollande, maintenant, l'ancien président, était l'invité donc de 20h de France 2 hier soir. Et je vous propose de l'écouter sur ce sujet précis. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas du tout que Emmanuel Macron puisse s'adresser aux catholiques. C'est même bien qu'il l'ait fait. Mais c'est qu'il ait pu dire qu'il y avait une relation abîmée. Mais comment aurait-elle été abîmée s'il s'agit du mariage pour tous, s'il s'agit du remboursement intégral de l'interruption volontaire de grossesse, s'il s'agit de la fin de vie? Alors, c'était à l'État, c'était à la loi de dire ce que devait être le droit. Il est tout à fait indispensable de consulter, mais c'est à l'État, et il n'avait pas vocation à froisser les catholiques, parce qu'il n'y a pas à considérer les citoyens en fonction de leur religion. Il y avait à faire passer un message de droit et de liberté. Pas abîmée, selon vous. Il y a un dossier. C'est pas qu'elle n'est pas abîmée, c'est si il pense qu'elle a été abîmée, voilà. C'est que ça aurait été abîmé par des réformes qui aujourd'hui ne sont contestées par personne, en tout cas pas par une majorité des Français. Voilà, François Hollande, le retour, j'ai envie de dire, tel un grand Zorro dans le journal de France 2. Fatima, ça ne s'invente pas, je te jure que c'est vrai. Il a fait chuter l'audience de France 2 hier soir. D'accord. Voilà. J'ai pas vu son intervention. Après, ce qu'il dit là, c'est plutôt juste, hein. Ouais. C'est plutôt juste. Bah oui, il dit que voilà, il y a des choses qui sont passées, que l'État français est un État laïque, qui n'a pas à se soucier de savoir comment des croyants de telle ou telle religion perçoivent des lois à partir du moment où les lois sont estimées justes par le peuple. Donc là-dessus, voilà. Après, moi, je vous avais dit la dernière fois que j'étais venue, tout ce qui concerne la laïcité aujourd'hui, mais vraiment, j'applique à la lettre, c'est-à-dire, je m'en bats les reins. Quand on voit la mobilisation sociale, mais vraiment aujourd'hui, quand tu vois les cheminots, quand tu vois alors les étudiants dont je parlais tout à l'heure, les violences policières, quand même le pays va quand même là-dessus très très mal. Enfin, il y a une accélération de l'histoire, et que tu vois que régulièrement, tous les 2-3 jours, t'as une polémique sur la laïcité, et qu'on nous force comme ça à prendre position, etc., etc. Tu te demandes dans quelle mesure quand même c'est pas fait exprès, quoi, pour que voilà que les éditocrates voilà prennent leur plume pour nous faire des pavés là-dessus, pour voilà, au lieu de parler de l'essentiel qui est quand même aujourd'hui. Voilà, la question des mobilités sociales en France, la question des services publics, la question de la privatisation et la question sociale en fait, la question sociale. Alors il s'est pas contenté de réagir à cette polémique. François Hollande, il présentait aussi son livre Leçons du pouvoir qui sort aujourd'hui. Dans ce dernier, il revient sur ses 5 années à l'Élysée. Il est fait son droit d'inventaire, défend son quinquennat et ne manque pas évidemment d'égratigner son successeur, Emmanuel Macron. Il avait promis, je le rappelle pourtant, de se taire pour laisser son successeur travailler, un engagement qu'il n'aura pas respecté bien longtemps en tout cas, puisque l'ancien chef de l'État s'est déjà exprimé à plusieurs reprises pour commenter l'actualité, la politique d'Emmanuel Macron. Cette fois-ci, dans son livre, il en remet une couche. Il accuse notamment le président de creuser les inégalités en France. Il l'a redit hier soir sur France 2.
Pourquoi aller demander un effort aux personnes qui sont en retraite et consentir un allègement d'impôts pour les très riches? Il fait un pari qui n'est pas le bon, et il n'y aura pas de croissance durable, de cohésion et de paix s'il y a ce creusement des inégalités. Voilà, François Hollande, Nadir Kaya. Du coup, la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-il crédible, lui qui a été le président de la 5e République le plus impopulaire, pour venir critiquer la politique d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question clairement? Est-ce qu'il est crédible, François Hollande? Nadir? Il peut l'être pour tous ceux qui ont encore ont foi aux promesses des hommes politiques, et notamment à François Hollande. Donc on a vu son quinquennat. Il y a encore des effets aujourd'hui. Globalement, je pense qu'il n'est pas crédible aux yeux de la plupart des Français. Maintenant, politiquement et d'un point de vue de communication, il est très fort parce que il joue sur son actualité à lui, ce qui le concerne, c'est-à-dire la sortie de son livre. Donc, pour vendre un livre aujourd'hui, il sait qu'il faut faire le buzz, notamment sur éventuellement ce qu'il a pu avoir comme les relations qu'il a pu avoir avec Emmanuel Macron, et faire un point sur cette situation aujourd'hui. Donc non, ça reste un homme politique, donc il est habile là-dessus. Après, sur son quinquennat, je pense que les Français lui ont fait comprendre, preuve en est, il s'est pas représenté. Il avait compris même avant de jouer la carte de l'élection de comprendre qu'il serait pas réélu. Il est impopulaire, et il l'est encore aujourd'hui, et puis il est encore moins crédible quand il a tenu la promesse de se retirer, et puis en fin de compte de revenir, tout ça dans ce jeu politique. Je pense qu'il a à cœur de rattraper Macron sur certaines choses, et notamment lui reprocher son attitude et un petit peu sa trahison. Mais bon, pour moi, ça reste un homme politique. Donc il a tenu des promesses, des engagements. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Après le reste, c'est l'histoire qui le dira. Hein. En tout cas, sur Facebook et Twitter, la question vous est posée. Vous êtes en grande majorité à dire que non, il n'est pas crédible pour venir critiquer Emmanuel Macron. 83% sur Twitter, 73% sur Facebook de non. Fatima, il est crédible, François Hollande? Non, mais quel culot. Ouais. Vraiment le culot de ce monsieur. Non, il est crédible que pour les gens qui sont complètement amnésiques. Voilà, ils ont eu un accident et du coup ils sont devenus amnésiques. Ils savent pas ce qui s'est passé ces dernières années, quoi. Hollande, c'est le président des lois liberticides, des perquisitions, de l'état d'urgence. C'est le président de la loi travail, le président de la casse des services publics. Enfin, Hollande, c'est Macron, c'est la même chose. Macron, c'est un petit d'Hollande. Donc il n'y a pas de différence entre lui et Macron. Une seule loi, un seul dispositif. En termes de progrès social sous Hollande, un seul. Alors, non, il a juste pas honte. Il revient aussi sur son quinquennat pour le défendre, bien sûr, comme on l'a dit. Opération réhabilitation, surtout au niveau économique. Là, il a insisté, écoutez. Ce qui comptait pour moi, c'est que le chômage puisse baisser, et il a baissé. J'ai fait en sorte d'avoir une politique qui a donné ses résultats. Et si aujourd'hui il y a des résultats, j'en suis heureux. C'est quoi? C'est du foutage de gueule, là? Dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, oui, il se fout de notre gueule. Je sais pas si vous vous souvenez, Benoît Hamon. Bon, depuis, il a fait des trucs un peu mieux, voilà. Mais quand même, à l'époque, il avait été marrant. Et je sais pas si vous vous souvenez, il avait dit, en fait, le chômage baisse, c'est juste que les Français ne s'en rendent pas compte. C'est ça. Voilà, là, c'est pareil. En fait, on a l'impression que c'est la merde. Mais en fait, non, on est bien, on est heureux, et voilà, on est tous en CDI, tout va bien. Tout va bien. Dans le quartier populaire, il y a du travail, c'est magnifique. Ce qui fait peur là-dedans, c'est quelque part, il revient. Donc moi j'espère que c'est juste pour vendre son livre, et donc d'un point de vue communication c'est bien, hein. Bon, il sait y faire, mais si c'est vraiment dans l'optique de revenir politiquement, ça craint quand même. Ah ouais, ça craint. Ça craint. Mais quand même François Hollande concède malgré tout 4 regrets majeurs: la déchéance de nationalité, la méthode et le calendrier de la loi travail, et enfin la PMA et le droit de vote des étrangers. Promesse de campagne non tenue. Il pourra en ajouter un 5e éventuellement à sa liste, qu'Emmanuel Macron vienne troubler son opération de communication, puisque le président sera en effet l'invité du 13h de TF1 demain, et aussi dimanche soir au micro de Jean-Jacques Bourdin et de Edoui Plenel pour le compte de BFM TV, RMC et Mediapart. Alors, pour terminer ce zapping sur le plan social maintenant, les blocages continuent dans plusieurs universités françaises. Des blocages mais aussi des manifestations. Hier par exemple contre la réforme de l'enseignement supérieur, notamment la sélection à l'université. Ils étaient 1200 manifestants à Paris selon la préfecture, 200 à Montpellier, dans les rangs des étudiants donc, mais aussi certains professeurs, comme Sabine Fortineau, enseignante chercheuse opposée au nouveau système d'admission à l'université Parcoursup. Écoutez son témoignage. C'est une atteinte à l'intelligence des lycéens et de leurs parents que de leur faire croire qu'on ne va pas les trier. On les trie et on les sélectionne. Ils nous disent c'est une super loi
parce que enfin on va prendre en compte les désirs des lycéens, on va prendre en compte leurs lettres de motivation, on va prendre en compte leur CV, quand bien même on aurait le temps de le faire. Ces dossiers, comment est-ce qu'on nous demande de les regarder? On nous demande de les traiter statistiquement, de les traiter quantitativement. Donc de donner des notes à des CV, de donner des notes à des lettres de motivation, de façon à ce que ces notes puissent entrer dans un algorithme. Donc la question c'est où est le traitement individuel, soucieux des lycéens, de leurs projets, de leurs désirs, quand tout ce qui est, y compris des éléments qualitatifs, sont traités quantitativement. C'est un mensonge épouvantable. Voilà, mensonge épouvantable pour cette prof Fatima. Bah oui, justement, c'est pour ça que je voulais consacrer mon avis tranché à la question de la sélection, puisque voilà, il y a alors là la personne qui intervient là à l'instant parle voilà des dégâts que ça va provoquer cette loi. Moi, je voulais revenir en fait tout à l'heure sur voilà en quoi consiste concrètement la loi, quels sont les enjeux politiques qui sont cachés, c'est-à-dire quel est le projet politique en réalité du gouvernement voilà par rapport et on revient à la question de la privatisation et la question des services publics. Je rappelle avant que l'on aborde maintenant le cas de Avigdor Lieberman, que vous avez encore quelques jours pour vous inscrire au concours que nous lançons. Ça sera lors de la 2e semaine des vacances scolaires de Paris, donc pas la semaine prochaine mais l'autre, où nous invitons 5 jeunes âgés entre 15 et 19 ans à venir à la place ou aux côtés plutôt de Fatima et de Nadir et des autres, bien sûr, pour devenir futurs chroniqueurs. On est à la recherche du futur talent de demain. 15-19 ans, vous nous envoyez votre vidéo avec évidemment votre présentation, le sujet de votre choix, et vous serez peut-être sélectionné et viendrez donc faire une émission avec nous, et le grand gagnant ou la gagnante sera annoncé le lundi 30 avril, et ainsi ce jeune eh bien viendra régulièrement durant les vacances scolaires, et ainsi nous déclencherons plusieurs opérations similaires dans les prochaines vacances scolaires. Donc n'hésitez pas à partager et à vous inscrire pour nous envoyer votre vidéo. Vous avez 2 moyens, 2 possibilités. Vous allez sur Facebook Christophe Le Grand Forum, en message privé bien sûr, ou par mail frochristophe@gmail.com. Fro c'est FROT, je le précise. Alors, on va maintenant de la Palestine, où samedi à Gaza, vous le savez, Nadir, Fatima, auditrice, auditeur, il y avait un journaliste palestinien qui s'appelle Yasser Moustaja qui a été touché par une balle israélienne. Il portait pourtant un gilet de presse, il couvrait la marche du retour. Les responsables israéliens ont promis de faire la lumière sur cette affaire, notamment à la demande de Reporters sans frontières qui estime que le journaliste palestinien a été manifestement victime d'un tir intentionnel de l'armée israélienne. Yasser Moustaja fait partie de la longue liste de morts lors de ce rassemblement qui avait lieu vendredi dernier à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. On a dénombré pas moins de 9 Palestiniens tués. Et pour éteindre toute critique, Avigdor Lieberman a trouvé la parade. Le ministre israélien de la Défense, interrogé sur la radio publique, a déclaré que lors de cette marche, il n'y a pas d'innocents. Pour le ministre, l'ensemble des manifestants est connecté au Hamas. Le ministre de la Défense offre donc un permis de tuer à son armée en déclarant que tout le monde reçoit un salaire du Hamas et que tous les militants qui essaient de nous défier et de franchir la barrière sont des militants de la branche armée du Hamas. L'Union européenne s'interroge pourtant sur une utilisation disproportionnée de la violence de la part de l'armée d'occupation depuis le 30 mars. Plus de 30 personnes ont perdu la vie. Selon les autorités de Gaza, l'Union européenne ainsi que l'ONU ont demandé l'ouverture d'une enquête indépendante après avoir appris que l'armée tirait à balles réelles. La presse israélienne, elle, continue de jouer le jeu de son armée, reprenant la rhétorique de Lieberman. Time of Israel indique par exemple que pour le Hamas, les manifestations sont un moyen idéal de permettre aux résidents de l'enclave côtière de se défouler, d'exprimer leur frustration et leur colère face à leur situation difficile, tout en concentrant la fureur de la population sur la frontière, sur Israël, sur l'occupation. Voilà un petit peu ce qu'il fallait vous dire, parce que je trouve ça encore une fois dramatique, c'est qu'en plus de tuer, en plus d'occuper, eh bien maintenant on légitime quoi. Fatima, Nadir. Non, mais moi ce que je veux dire, ça fait 70 ans qu'on légitime. Donc que Macron, moi je lance un message au chevalier Macron là qui souhaite intervenir en Syrie pour tous ces morts. Bah c'est peut-être sympa, hein, c'est peut-être sérieux, mais qui commence à le faire en Palestine, quoi. Je sais pas. On parle de colonisation depuis des années. Je crois que l'occupant a déversé toutes les armes possibles et inimaginables sur la population. Ça a pas dérangé plus que ça. Je pense que le colonisateur a le plus de résolutions de l'ONU. Et il n'y a aucune qui a été réellement imposée.
Donc à ce niveau-là, je pense que c'est l'impunité la plus totale. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ce qui est triste, c'est toujours de voir ces images-là. Mais après, attendre une réaction de la part de certains grands pays ou de l'ONU, faut pas être dupe. Hein. Tu sais, le chantage à l'histoire, il existe depuis trop longtemps. Ouais. Donc moi, quand tu me parles de la Palestine, ça me touche. Moi, je suis pas pro-palestinien, hein, je suis pro-justice. Mais quand on voit, après, on va peut-être me reprocher d'être peut-être de confession musulmane, d'origine algérienne, ce qui fait que j'ai cette sensibilité-là. Franchement, moi, je regarde simplement parfois les images et je vois dans la façon dont ces personnes sont tuées et je me dis, bah, il y a le deux poids deux mesures, quoi. Il existe en France, mais il existe aussi à ce niveau-là depuis trop longtemps. Fatima? Oui, après, Nadir, quand tu dis, voilà, on va te renvoyer au fait que tu es notamment d'origine algérienne et que c'est pas à ce titre-là que tu parles, que tu es pro-justice. Non, moi, je pense au contraire qu'il faut insister sur le fait que nous sommes issus de peuples qui ont été colonisés, et les Algériens, notamment, sont issus d'un peuple qui a été colonisé, mais qui s'est libéré. Et ça, c'est très, très important. Vous savez qu'à chaque manifestation, il y a des drapeaux palestiniens aux côtés de drapeaux algériens. Absolument. Et c'est politique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, voilà, l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans par une puissance impérialiste, voilà, très importante, très puissante à l'époque. Elle s'est libérée. Elle a réussi à se libérer. Donc le message politique, lorsqu'on est issu de ces immigrations-là, il est fort. Je dis ça parce que, alors de la même manière que Lieberman diabolise l'opprimé, c'est-à-dire pour le faire passer pour oppresseur, pour le faire passer pour menaçant, pour dangereux, etc. Il faut voir ici en France comment ça se passe depuis déjà plusieurs semaines, même si ça existe depuis plusieurs années. C'est une totale criminalisation des militants pro-palestiniens qu'on fait passer qui sont antisionistes et qu'on fait passer pour antisémites. C'est-à-dire que à partir du moment où dans les quartiers populaires en France où vivent beaucoup de personnes issues d'immigration post-coloniale, c'est-à-dire qui ont cette histoire, mais c'est important de le dire, on a cette histoire de libération, on en vient. Nous, si on est là ici aujourd'hui, c'est parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus contre le colonisateur. Et ce qui se passe en Palestine, c'est pareil. On veut salir ça, c'est-à-dire qu'on veut faire passer ça pour de l'antisémitisme. Dans les banlieues, on n'est pas antisémite. Dans les banlieues, on est antisioniste, anticolonialiste en réalité. Et ça fait partie de notre histoire. Et c'est ça qu'il faut revendiquer. Faut pas laisser les médias, les politiques nous la faire à l'envers à ce niveau-là. Voilà, il faut pas confondre nous-mêmes, faut pas avoir honte de notre anticolonialisme. Ce qui se passe en Palestine, c'est de la colonisation. Absolument. Dans un instant, avis tranché signé Fatima Wassak. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis marocains particulièrement, vous êtes invités à nous appeler parce qu'on va parler de Nasser Zabzati, ce leader du mouvement Hirak. Il était en procès, il est passé dans la première audience, dans une audience lundi 9 avril. On en reparle dans un instant. LGF, le grand forum avec Fatima Wassak qui est avec nous aujourd'hui, ainsi accompagné, fort bien accompagné d'ailleurs, par Nadir Kaya. J'ai remarqué quand même que depuis que Fatima vient, Nadir ne fait plus le thé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, parce qu'apparemment, elle a pas apprécié le premier. Non, c'est pas vrai, j'en ai bu 2 fois. C'est pas vrai, je confirme. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Hein, les mais gâteaux bon. aussi. Hein, c'est bientôt le ramadan, Nadir. Vas-y, fais-nous rêver un peu. Je commence à faire des économies, moi. Dans l'autre sens. Allez, c'est parti maintenant pour un nouvel avis tranché, celui de Fatima Wassak. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et Fatima, donc, qui va revenir sur les problèmes liés à l'université. Oui, parce que vous l'avez tous suivi, cette actualité des facs bloquées, donc plusieurs facs, Tolbiac, Paris 4, Paris 8, Strasbourg jusqu'à ce matin, il y a un petit peu partout en France. Vous avez aussi suivi l'actualité des violences policières autour de ces facs ou dans ces facs, à Nanterre avec des arrestations très violentes, à Lille, et puis à Montpellier, vous vous souvenez, ce doyen d'extrême droite qui avait ouvert les portes à des fachos encagoulés qui étaient venus frapper des étudiants avec des battes de baseball. D'ailleurs, parmi ces fachos encagoulés, vous vous souvenez, il y avait un prof de droit, donc de droit, je répète, voilà, qui était venu avec une cagoule pour frapper des étudiants. Ambiance. Alors pourquoi ces mobilisations et pourquoi ces violences pour casser ces mobilisations? La sélection à l'entrée des universités. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'être la plus pédagogique possible. Alors avant, on avait le bac. Quand on avait le bac, on allait s'inscrire sur APB, c'est-à-dire admission post-bac, et puis il y avait un tirage au sort. Voilà, ça c'était avant. Mais le gouvernement a considéré que 2 problèmes étaient centraux aujourd'hui. Le premier, qu'il a qualifié de catastrophe démographique, la venue de plus de 40 000 étudiants par an. Et puis, le fait que 60% des bacheliers échouent en licence. Voilà. Donc, il s'appuie sur ces 2 éléments-là pour dire, voilà, nous, gouvernement, nous avons une solution avec, donc, l'instauration de nouvelles règles d'accès à l'enseignement supérieur qui entérinent la sélection à l'université via la
procédure Parcoursup, qui a été préparée d'ailleurs, je le précise, dans la quasi-illégalité fin 2017, alors que la loi n'était pas encore votée, préparée par donc les facultés et puis les lycées. Donc voilà, on est dans l'illégalité, mais c'est normal. C'est le gouvernement Macron. Alors ça se traduit par quoi? Donc dès la rentrée 2018, ça va être en application dès septembre. D'une part, côté lycée, alors en terminale, des lycéens qui doivent vendre entre guillemets leur profil au fac à coup de CV, lettres de motivation, etc., qui vont être traités pour l'essentiel de manière quantitative, c'est-à-dire via des algorithmes, etc., etc. Les profs principaux au lycée qui vont devoir donner des avis prédictifs sur chaque vœu de l'élève, alors qu'ils y sont absolument pas préparés, ils sont pas formés à ça, etc. Ils sont pas conseillers d'orientation. Côté fac, on a des attendus, des prérequis que l'élève doit avoir pour prétendre à être sélectionné. Donc voilà les deux niveaux. Donc c'est un dispositif qui est mis en place pour certaines filières qu'on dit en tension, donc médecine, droit, STAPS, psycho, et les filières où il y a plus de demandes que de capacité d'accueil. Alors quoi penser de cette loi sur la sélection à l'entrée des universités? Déjà dire que les mauvaises orientations qui expliqueraient les échecs en licence, c'est totalement faux. Les échecs entre guillemets sont dus à des manques en termes de moyens dans les établissements, donc la question des moyens. Par ailleurs, on parle de choc démographique, donc les 40 000 étudiants de plus chaque année dont je parlais tout à l'heure, mais la sélection n'est pas une fatalité pour répondre à ça. En 91, par exemple, la solution qui avait été donnée, c'était de construire 8 facultés, dont 4 en Île-de-France. Voilà, la possibilité, c'est ça aussi, c'est la question des moyens, donc construire des établissements. Par ailleurs, on va assister au sacrifice d'une classe d'âge, les terminales de cette année, qui sont absolument pas préparées à ce dispositif. Les facultés sont pas préparées non plus. Donc voilà, donc ça, ces gens-là sont sacrifiés. Par ailleurs, on a une saturation des capacités d'accueil qui vont aggraver la mise en concurrence entre les étudiants et la mise en concurrence entre les formations. Et puis en réalité, dire quand même que ce qu'il y a derrière cette loi sur la sélection à l'entrée des universités, c'est un projet du gouvernement qui pousse les étudiants à déserter l'université en choisissant le supérieur privé ou les formations courtes, à faire appel à des officines privées pour préparer la nouvelle course d'obstacles de la sélection, à développer le crédit aux étudiants et à augmenter les droits d'inscription, c'est-à-dire à créer un marché de l'enseignement public. Plus profondément encore, fini l'incertitude, le droit à l'erreur et puis la réorientation, donc fini la liberté de choisir aussi. Par ailleurs, il s'agit là d'une loi antisociale opposée au projet historique de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Alors il y avait déjà de gros problèmes au sein de l'enseignement supérieur avec des effets massifs de discrimination raciale et de reproduction des inégalités sociales. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié, qui a été enquêté. Et alors, au lieu de combattre ça, c'est-à-dire qu'au lieu de combattre ces discriminations raciales et ces inégalités sociales au sein des établissements, ce nouveau dispositif exclut encore plus les populations des classes populaires et donc, pour partie issues de l'immigration postcoloniale, les exclut encore plus des études supérieures. Pour conclure, il faut donc soutenir les étudiants, les enseignants, les parents qui se battent aujourd'hui contre l'application de cette loi. Alors nous, en tant que Front de Mer, par exemple, on se mobilise contre l'application de cette loi pour exiger un enseignement de la maternelle à l'université qui soit public, gratuit, accessible à tous et à toutes, bienveillant, égalitaire et de qualité, et les deux vont ensemble, égalitaire et de qualité, et qui respecte la dignité de chacun et de chacune. Alors je terminerai par une petite pichenette, un petit truc marrant. Alors une citation de Paul Ricoeur. Bon, c'est pas mon délire, Paul Ricoeur, au contraire, mais il se trouve que c'est le maître à penser de Macron. Alors je l'entendais à la radio sur France Culture, la citation, parce que Paul Ricoeur est mort déjà il y a longtemps. Alors Paul Ricoeur disait: l'université doit être accueillante, variée dans ses options et soucieuse d'orienter plus que d'éliminer. Paul Ricoeur était contre la sélection à l'entrée des universités, dans l'enseignement supérieur. Donc le maître à penser de Macron est contre la sélection. C'est dire à quel point les références philosophiques du président philosophe sont une immense douille. Merci pour la petite douille à la fin. Fatima Ouassak pour cet avis tranché, une nouvelle fois très tranchant sur le sujet.
On rappelle qu'hier, Fatima était à Sciences Po pour une conférence hier après-midi plutôt, représentante du Front de Mer. C'est ça, et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Voilà. Bon, alors maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va changer de sujet puisque l'on va parler du Maroc, parce que le leader de mouvement de contestation qui a agité, vous en souvenez, en 2017, cette fameuse ville marocaine d'Al-Hoceima, Nasser Zabzati, a fustigé lors de sa première audience publique ce lundi 9 avril. Il a dénoncé un procès politique par excellence et rejeté toute intention séparatiste. Nasser Zabzati, qui a 39 ans, a été emprisonné en mai 2017 après avoir interrompu le prêche d'un imam hostile au mouvement social du Hirak, qui secouait alors une partie du nord du pays, poursuivi notamment pour la sûreté intérieure de l'État. Il risque en théorie, Fatima, Nadir, la peine capitale. Alors, avant de rentrer en profondeur, évidemment, je me souviens d'ailleurs, Fatima, que ta première venue dans cette émission, c'était pour une émission spéciale consacrée au Hirak, avec Youssef Brakni. Où en est-on concrètement aujourd'hui de ce mouvement Hirak ? Bah voilà, vu la répression qui a eu lieu surtout depuis un an, depuis mai 2017, bon évidemment que il y a plus de mobilisation quoi. Alors il y a une mobilisation ailleurs que dans le Rif, vous le savez, notamment à Gerada et puis dans d'autres endroits du Maroc. Donc en réalité le pays est vraiment sous tension. Il y a plusieurs endroits où ça boue, où on dénonce, etc. Mais voilà, le choix qui a été fait par le pouvoir, c'est de réprimer à tout va, y compris les manifestations pacifiques. Et bon, force est de constater que ça marche. On réprime, on met en prison. Là, les procès politiques des militants du Hirak sont là pour être un modèle, pour casser les dynamiques, pour casser les mobilisations, pour faire peur, pour terroriser les personnes qui auraient des velléités comme ça de mobilisation. Donc, voilà, étant donné la répression, voilà, c'est ce que je peux dire. Évidemment qu'il y a moins de mobilisation, mais voilà, ça veut pas dire qu'il y a moins d'injustice. Donc c'est là et c'est en tension. Alors il est l'un des derniers, Fatima, 54 militants sympathisants du mouvement appelés à la barre pour un procès fleuve qui s'est ouvert donc mi-septembre devant la chambre criminelle à la cour de Casablanca. Il salue également Nasser Zabzati, les médias libres et les familles aussi de détenus politiques qui viennent de loin consoler leurs proches incarcérés à Casablanca, l'a annoncé donc le leader du mouvement Hirak. Devant une salle quasi comble d'ailleurs, d'une voix déterminée, le meneur de la contestation a longuement revenu sur l'histoire du Rif, essentiel selon lui pour comprendre le Hirak. Selon Nasser Zabzati, les accusations de séparatisme visent à nous empêcher de démasquer les lobbies mafieux grâce au courage du Hirak que nous avons démontré à la plus haute autorité du pays que des conflits politiques étaient derrière et retards constatés dans le programme de développement de la région pour lesquels des ministres et des hauts responsables avaient été démis de leurs fonctions par le roi Mohamed VI. Pour sa défense, le meneur du mouvement s'est référé à la constitution marocaine qui autorise des manifestations pacifiques et qui a eu recours à des discours prononcés en 2017 par le roi et dans lequel celui-ci s'était montré sévère par rapport à la classe politique. Son message donc est le même que celui du Hirak et ce procès va contre-courant du discours du roi, a déclaré avec satisfaction Nasser Zabzati, rarement d'ailleurs interrompu par le président de la cour pour le coup. Voilà sur ce que l'on pouvait dire sur ce qui s'est passé à Casablanca le 9 avril. Ce qui est incroyable, c'est quand même qu'il risque la peine capitale, quoi, quand même. Parce que c'est pour atteinte à la sûreté de l'État. Ouais. Voilà, uniquement parce que vous vous souvenez, il était intervenu dans une mosquée où étaient tenus des propos voilà, antisociaux, ouais. C'est-à-dire faut pas se mobiliser, faut pas bouger, voilà, il faut accepter son sort, etc. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup à perdre. J'imagine que le pouvoir réfléchit à ce qu'il doit faire. Je pense qu'il est dans une sorte de dilemme de pouvoir autoritaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on le relâche et on en fait vraiment un potentiel leader des mobilisations à venir? Est-ce qu'on le garde et on en fait un martyr? Et est-ce qu'on le tue et on en fait un martyr? Donc je pense qu'il est dans ce dilemme-là. Zabzafi, très intelligemment,
utilise là pour sa défense les propres textes de l'État marocain, de la Constitution, et puis il se revendique de l'histoire du RIF, et il s'appuie sur le droit inaliénable à manifester de manière pacifique. Ce qu'a toujours fait Nasser Zafzafi, ce qu'ont toujours fait les militants du Hirak, jamais ils n'ont appelé à de la violence armée, jamais. Ils ont toujours appelé à du pacifisme, et tu disais tout à l'heure, Christophe, ils ont toujours nié toute volonté de séparatisme. Et ça, c'est très important. Il l'a rappelé lors de son procès. Mais bien sûr, parce que l'année dernière, vous vous souvenez, le matraquage dans les médias, dans les médias marocains, mais mondiaux en réalité, sur ce risque de séparatisme de la part des Rifins, alors que il y a personne dans le Rif qui veut se séparer du reste du Maroc. On est tous marocains, marocaines dans le Rif. Donc voilà, ça c'était de la pure propagande. Donc ça, il a raison de rappeler qu'on n'est pas pour l'indépendance du Rif, on n'est pas pour du séparatisme. Voilà, on est simplement pour plus de justice et pour plus de respect de notre dignité. Tu regardes ça de quel angle, mon cher Nadir, ce qui se passe au Maroc, cette contestation et cette manière punitive, j'allais dire, de s'en prendre à ceux qui essaient de se faire entendre et de dénoncer, parce que c'est parfois dangereux de dénoncer dans certains pays, à l'image du Maroc. Moi, ce qui me désole dans toute cette histoire-là, c'est que c'est propre à tous ces pays du Maghreb, à tous ces pays arabes qui ont pour religion d'État ou religion principale l'islam. Et moi, en tant que petit musulman, quand je vois ça, je me demande où est l'islam dans tout ça. Parce que beaucoup de ces pays se targuent d'être des références religieuses dans certains domaines, des référents culturels et cultuels. Et quand on voit la réalité, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue sur un des réseaux où un petit savant en France, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Iqwissem, qui disait, qui rigolait un petit peu de ces jeunes de cité ou de ces jeunes Français de confession musulmane qui disaient la France c'est pourri, le bled c'est mieux parce que on peut se promener en djellaba, il peut avoir l'Eden. Et il a rappelé une chose qui est essentielle en islam, c'est-à-dire la justice, la crainte de Dieu. Et il disait que la France était plus dans sa façon de concevoir l'homme avec un grand H, ils étaient plus musulmans que les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient bienveillants, ne serait-ce par rapport au modèle social en France. Il est critiquable, il y a plein de choses à dire. Bien sûr. Mais quand tu fais un comparatif avec ces pays-là qui se disent musulmans, et pour moi, la perception que j'ai de ma religion, on est à des années-lumière, que ce soit l'Algérie, le Maroc, tous les pays arabes, tous les pays qui se disent, les pays arabes surtout, qui se disent musulmans, on est à des années-lumière de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des Sahaba, des grandes figures de l'islam. Donc moi ça me fait de la peine parce qu'il y a des générations qui passent, on en arrive toujours au même problème, et je lance une petite un petit pic pas méchant. J'aimerais bien éventuellement que vous invitiez le roi du Maroc parce que je sais qu'il est encore en France, et pourquoi pas s'exprimer là-dessus. Il a rencontré Macron hier d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est souvent dans l'audace et dans le culot qu'on arrive à déminer des situations qui peuvent paraître comme ça ingérables. Donc je lance l'invitation au roi du Maroc de venir à cette antenne et de s'expliquer tout simplement, et pourquoi pas trouver des solutions, parce que la seule chose qu'il faut craindre dans notre vie, c'est la mort. Et donc à partir de là, essayer de vivre le mieux possible avec ses semblables. Bon, en tout cas, on ne manquera pas d'y revenir parce que c'était la première audience publique. Il y en aura évidemment bien d'autres et on connaîtra bien entendu la sentence et on verra un petit peu comment on va gérer le pouvoir politique marocain, cette situation qui peut quand même poser bien des questions sur un pays qui se veut très accueillant, qui se veut en matière de touristes avoir de grosses ambitions et en même temps en réprimant son peuple, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Et ici, vous le savez, en tout cas en ce qui me concerne, à titre personnel, je suis marié avec aucun pays, ni le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie. Donc il n'y a pas de raison que je fasse de cadeaux à personne, y compris à la France et aux autres pays. On est là pour apporter des faits, des critiques. Alors je sais qu'il y a beaucoup de nationalisme, c'est très regrettable, mais parce que à chaque fois qu'on parle évidemment du Maroc ou de l'Algérie en particulier, tout de suite on est taxé de ceci et cela. Donc les donneurs de leçons n'ont qu'à bien se tenir. Ça me pose aucun problème, j'assume tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit dans cette émission. Fatima. Oui, si je peux me permettre, le nationalisme c'est pas contradictoire avec la revendication non, mais de t'as justice. Le bon et mauvais nationalisme. Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, les vrais nationalistes, c'est ceux qui veulent que soient réglés les problèmes d'injustice et de corruption, par exemple au Maroc. Pour moi, ça c'est des nationalistes, c'est-à-dire que ils veulent pour leur peuple. Pour moi, ceux qui veulent, c'est-à-dire ceux qui sont contre les manifestations pacifiques, ceux qui sont pour l'injustice, ceux qui sont pour la corruption, ceux qui sont pour l'enfermement d'enfants, parce que le Hirak c'est ça. Il faut pas croire que c'est que des
adultes. Il y a aussi des enfants qui sont emprisonnés, qui ont été torturés, etc. Ceux qui sont pour ça, mais dans quelle mesure ils sont nationalistes? Pour moi, c'est pas des nationalistes, ceux-là, c'est juste des pourritures. Donc voilà, le nationalisme, ça veut dire aimer son pays, aimer son peuple. Non, mais je suis sérieuse. Ouais, non, ça veut dire aimer son peuple. Que... Donc aimer son peuple, ça veut dire vouloir la justice pour son peuple. Ça veut pas dire vouloir que son peuple soit traité comme des chiens dans des conditions. Voilà, je vous dis, il y a des enfants qui sont en prison. Il y a des enfants qui sont torturés en prison aujourd'hui au Maroc. Voilà, sachez-le messieurs dames, voilà, qu'on se le dise. Bon, allez, on va passer maintenant au coup de cœur, histoire de détendre un peu l'atmosphère avant en Libertad sur France Maghreb 2, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et honneur aux dames, hein, machin à dire, honneur aux dames pour le coup de cœur de Fatima. Bah toujours. Alors Fatima, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur que je suis en train de chercher parce qu'en fait Comment ça tu le cherches? Tu me l'as donné tout à l'heure. Oui, alors je l'ai donné tout à l'heure, mais alors je le recherche parce que je viens de découvrir en fait. Donc c'est une femme que je viens de découvrir. Malheureusement, elle est morte. Elle est morte en 1988. Elle est née en 1931. C'est une femme algérienne qui s'appelle Baya Mayedine, qui est une peintre magnifique. Alors je la connaissais pas. Il y a une exposition qui lui est consacrée à New York. C'est la première fois qu'une exposition lui est consacrée à New York. Ouais. Et on apprend à travers un certain nombre d'articles comme ça qui sont publiés dans la presse américaine que Madame Baya Mayedine, qui est algérienne, a largement influencé notamment Picasso, qui lui a emprunté pas mal de choses. Bon là on est à 2 secondes de parler de pillage culturel, mais en tout cas elle l'a largement inspiré effectivement. Donc Baya Mayedine, d'ici à ce qu'elle soit honorée par la France, puisqu'elle elle est venue elle a séjourné dans le sud de la France quelques années, d'ici à ce qu'elle soit honorée en France. Voilà, on peut s'intéresser à ces peintures. Elles sont à disposition sur internet, vous pourrez regarder, elles sont magnifiques. D'ailleurs, on retrouve en fait la patte d'une certaine période de Picasso, donc on comprend qu'elle l'a quand même beaucoup inspiré. C'est quand même incroyable que cette femme soit absolument inconnue en France, y compris chez les personnes issues d'immigration algérienne notamment. Donc elle est absolument pas connue, alors que voilà, elle a fait un travail magnifique. Je vous invite à regarder, et puis voilà, peut-être en nous mobilisant, en cherchant un petit peu, faire en sorte que il y ait une exposition bientôt à Paris sur cette femme. Donc merci. Baya Mayedine. Baya Mayedine. Voilà, donc allez chercher et n'hésitez pas à guetter ce qui va se passer là concernant. Nadir Kaya va nous parler d'un voyage qu'il a fait il y a à peine 20, même pas 24 heures, et t'es revenu là. Ouais, lundi soir, ouais, donc t'étais en Turquie à Istanbul. Tout à fait. Et apparemment t'as kiffé. J'ai énormément apprécié. C'est vrai que c'est un pays qui me tentait depuis très longtemps. Là, j'ai eu une opportunité avec le CE de mon travail, donc j'ai été agréablement surpris parce que je me fie pas trop aux avis des uns et des autres, parce qu'il y a toujours du bon et du moins bon partout, et je préfère voir par moi-même. Donc là, j'ai eu l'occasion de voir. Bon, c'est vrai que 4 jours, ça permet pas de voir la réalité du pays, mais j'ai pu voir une réalité qui est celle du tourisme, c'est-à-dire cette capacité à accueillir toutes les personnes, parce que j'ai croisé beaucoup de monde un peu partout, du Moyen-Orient, de Russie, d'Europe, vraiment beaucoup de monde un peu partout. C'est une ville assez cosmopolite. C'est une ville chargée d'histoire, donc tu le vois à chaque coin de rue, beaucoup de marchés. Les Turcs, pour la perception que j'ai eue en 4 jours, sont des gens très fiers, très dignes. Donc ils ont une façon d'accueillir les touristes qui est que j'apprécie énormément, qui est très simple. Ils sont factuels, ils sont dans le concret, et ils ont toujours cette limite quand même vis-à-vis du touriste. Et après le charme, c'est la beauté du pays, le Bosphore, ses marchés, ses mosquées, la beauté des mosquées et des différents monuments qui complètent un peu la ville, parce que c'est une ville qui est compartimentée. D'un côté l'Asie, l'Occident, l'Orient, donc vraiment des cultures diverses au sein même de cette ville. Donc beaucoup de choses qui sont appréciables aussi au niveau de la cuisine, au niveau des parfums, des épices. Donc c'est une ville qui inspire beaucoup de gens, et on peut le comprendre. Quand moi je l'ai compris aujourd'hui, donc je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent être attirés par la Turquie, et quand on voit un petit peu son histoire aujourd'hui, on la ressent. Et t'as bien mangé en plus. Ouais, j'ai mangé essentiellement du poisson, parce que la viande, je commence à saturer, notamment les grecs et tout ce qui va avec. Mais autrement, beaucoup de fruits de saison, les grenades, les oranges, les citrons, donc ça c'est appréciable. Et puis l'accueil des gens, voilà, c'était un bon moment. Coup de cœur pour les Turcs. Merci beaucoup Nadir. En tout cas et Fatima pour vos coups de cœur. Dans un instant, notre exercice quotidien, ça s'appelle Libertad. Ne bougez pas, on est de retour très vite. Vous allez pouvoir réagir à tous les sujets qui ont été abordés. Ils ont été très nombreux aujourd'hui dans cette émission, qui ne ressemble
pas franchement aux autres, on peut le dire. Elle a sa particularité, son authenticité, parce qu'ici, la langue de bois, vous l'avez constaté, on la met au placard, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. C'est bientôt l'heure d'aller fumer une bonne chicha, non ? Non, d'accord, ok. J'ai fait un bide là, total. Nadir, c'est pas l'heure d'aller fumer la chicha, il est 18h là bientôt. Ah ouais ? Ouais. Ah bah on va y aller alors. Hein. Ok, ah bah, Chicha à la menthe. ah bah bravo, celui qui fait les moralisateurs et après qui va aller fumer une chicha. Bah comme les grands de ce monde, hein, et ça marche bien. Ah ouais, j'avoue. Fatima, je pense qu'elle est moins partante. Un bon café, oui, mais une bonne chicha, vous non. Vous savez pas l'enfer que je vis avec cette histoire de chicha, c'est pour ça. Moi, je consacre une chronique à être femme de fumeur de chicha. Comme si c'était un fumeur de chicha quotidien. Non mais Fatima, voyons. Hein, pas encore. Je sais pas. Alors, information que l'on ne manquera pas de détailler probablement demain, parce que là, je rappelle, demain on sera avec Yasser Louati qui fait son grand retour, l'ami Yasser Louati, et Damien Charles qui seront avec nous demain. On parlera probablement de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite aujourd'hui, puisque apparemment le Yémen, les Houthis du Yémen ont bombardé Riyad aujourd'hui. Donc on vous donnera évidemment plus amples informations demain dans cette même émission. On restera évidemment hyper connecté sur la situation en Syrie, parce que le docteur nous disait tout à l'heure que c'était peut-être une histoire d'heure concernant l'attaque des États-Unis, de la France et des Anglais. On va suivre ça aussi de très près, bien sûr. Demain, midi, 13h, dans le journal de Pernod, il va s'adresser aux retraités, le président Macron, qui va s'exprimer. Il s'exprimera une nouvelle fois dimanche soir, je le rappelle, 20h35, chez nos confrères de BFM TV, RMC et Mediapart. Il répondra ainsi aux questions de Jean-Jacques Bourdin et de Edoui Plenel. Je sais pas si le casting donne envie d'ailleurs, hein. Ça vous donne envie, vous ? Bourdin, Plenel pour interviewer le président, ça va changer un petit peu quand même, non ? Ouais, Mediapart, c'est bien. Ouais, Mediapart, c'est bien. Ouais. Après, Bourdin, il est sympa dans son registre, mais là, c'est vrai que Bourdin, le duo, c'est original. Bourdin est très fort avec les faibles et très faible avec les forts. Alors on va voir si Macron sera fort ou faible, on verra ce dimanche. France Maghreb 2, bonsoir, c'est Libertad, c'est parti, bonsoir. Ok, voilà. Eh bah oui, fallait bien qu'on ressorte la ferme célébrité. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler maintenant. Vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu dans cette émission, prendre la parole de manière intelligente, bien sûr, ça peut arriver. 01 40 33 9000, c'est un espace qui vous est réservé et que vous pouvez utiliser. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là ? Eh bien, encore un petit chat. Qu'on va mettre au coucou panier. Et puis bien sûr vous rappelez que vous avez la possibilité de vous exprimer, de vous inscrire pour le concours du LGF, le concours donc qui vous servira, vous qui êtes âgés de 15 à 19 ans, de pouvoir participer au LGF et de devenir le futur talent du chroniqueur. Donc vous vous inscrivez sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum en privé et sur en envoyant aussi votre mail frochristophe@francemaghreb2. Non, frochristophe@gmail.com. Tant que ça se termine pour moi. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là ? Allô ? Allô, bonsoir, quel est votre prénom, ville d'appel ? Allô ? Ok, bon, apparemment il est sourd, ça peut arriver aussi. Peut-être un petit dernier, 01 40 33 9000. Je sais pas ce qu'il y a, si c'est le soleil qui a dû taper un peu trop sur la tête aujourd'hui, la vitamine ça peut faire du mal des fois, visiblement, en croire quelques auditeurs. Allô, bonsoir, qui est là ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Enfin quelqu'un qui nous parle. Votre prénom et votre ville d'appel, cher monsieur. Votre prénom et votre ville d'appel, cher monsieur. Brahim, de Paris. Bonsoir Brahim, j'ai eu peur. Alors qu'est-ce qui se passe, Brahim ? Je suis en train de conduire, c'est pour cela. Je vais en parler. Prudent. Faut s'arrêter. Le Hirak au Maroc, là. Oui, Hirak, oui. Donc c'est la même chose qu'on a connu, c'est le même scénario qu'on a connu dans une région du sud du Maroc aussi, à Sidi. Je sais pas si la personne qui est avec nous, si je la connais ou pas. Fatima Wassak, oui. En 2008, on a eu la même histoire. Et voilà, les gens, ils se sont contestés juste pour des trucs sociaux. Et tout a été diffamé. Bon, voilà, c'est des séparatistes et tout ça. Donc, c'est juste, voilà. Donc, la même histoire se répète. L'histoire se répète pour vous. Bon. Ouais. Merci, Brahim. Bonne route et prudence sur la route, Brahim. Et c'est avec vous qu'on ferme boutique. Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui. Chère Fatima, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Et on se revoit dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, on prend un petit peu de congé. Voilà. Bien mérité. Pour aller fumer des bonnes chichas. Nadir Kaya, merci beaucoup. Merci à toi. Tu parles pas quelque part là, parce que monsieur nous dit rien. Monsieur s'en va de l'émission, normal. Non, mais ça fait au dernier moment. Et on se rend compte sur Facebook qu'il est à Istanbul, tranquille, en train de bronzer, en train de marcher, en train de manger.
Voilà. J'irais bien à Alger là. Franchement, là c'est le printemps. C'est magnifique Alger au printemps. C'est vrai. L'Algérie, c'est magnifique au printemps, un peu moins en été, parce que tout brûle en été. Bonne soirée à tous. Dans un accent, l'excellent Medjahed sur France Maghreb 2, qui va vous divertir comme il se doit et comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain donc avec un bon casting, Yasser Louati et Damien Charles. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2, 18h01 sur votre radio. L'heure du rappel de l'actualité de ce mercredi soir. Pour le flash de 18h, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous. Bonsoir, chère Marine. Bonjour à tous, nouvelle journée justice morte. Ils sont venus de toute la France avec leur robe noire. Des avocats mais aussi des greffiers, des magistrats manifestent dans Paris contre le projet de réforme de la justice. Ils craignent notamment pour la justice de proximité. À Paris, le cortège est parti de la place du Châtelet et tous les départements français sont représentés. Le préavis de grève est maintenu à Air France pour la semaine prochaine, les 17 et 18 avril, puis pour les 23 et 24 avril. Mais la plupart des syndicats, en tout cas, acceptent de rencontrer la direction pour discuter. Des négociations devraient s'ouvrir dès demain. Les organisations syndicales réclament une revalorisation des salaires à hauteur de 6%. Des barrages dressés dans la nuit, mais enlevés ce matin devant 3 sites de l'université de Strasbourg. Éphémère occupation contre la réforme de l'accès aux facultés. Les étudiants se sont réunis cet après-midi en assemblée générale pour acter la fin de ce blocage. Que la Russie se tienne prête car les missiles arrivent. Déclaration tout à l'heure de Donald Trump dans un tweet. Le président américain envisage de frapper la Syrie après des soupçons d'attaque chimique le week-end dernier dans la Ghouta orientale. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 500 personnes auraient été touchées. Au moins 250 morts ce matin en Algérie. Un avion militaire s'est écrasé dans un champ près d'Alger quelques minutes après le décollage. Bilan donné par le ministère algérien de la Défense, qui précise que les victimes sont pour la plupart des soldats, ainsi que 10 membres d'équipage. C'est la suite des quarts de finale retour de la Ligue des Champions ce soir. Au programme Bayern Munich-Séville, victoire des Allemands 2-1 à l'aller. Et Real Madrid-Juventus Turin, victoire des Espagnols 3-0 à l'aller. Coup d'envoi des rencontres 20h45. Hier soir, l'AS Rome a complètement renversé la tendance en l'emportant 3-0 face au FC Barcelone. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.